commencer, je remercie quand même l'association toute nouvellement agréée donc des sciences alimentaires. Alors le D, je sais pas, DSA, bon, ça rappelle aussi la direction des services agricoles, mais le D, je sais pas ce que c'est, dis-moi Yanis. Ah, c'est super. Donc, développement des sciences alimentaires. Je remercie. Donc, le président est là. Il y a une petite exposition d'ailleurs derrière. On va d'ailleurs tout à l'heure voir un peu. Ah, là, on verra s'il y a des bêtises. Elles vont inspecter. Donc, une petite exposition également à l'attention des étudiants et même de la communauté universitaire. Merci beaucoup. Merci Yanis. Voilà. Donc, je veux beaucoup de questions. Allez-y. On vient. Zulf Lewen, pour cette conférence. Et merci aussi également pour Monsieur Kati, pour l'association AENA. J'ai une petite question exactement sur l'étiquetage. Comment on peut trouver sur l'étiquetage qu'en quoi le produit est certifié par un vétérinaire? Exactement. Par exemple, si on a un produit, il est étiqueté, peut-être comme si on prend par exemple des poulets, ils sont étiquetés, peut-être ils ne sont pas agréés par l'État. Une garantie. Mais comment on peut savoir que le poulet, sur l'étiquetage, par exemple, si on achète un poulet, comment on peut savoir qu'il est étiqueté, mais est certifié par un vétérinaire? C'est très simple. Alors, merci. Je vous en prie. Alors, l'étiquette du poulet, que ce soit le poulet entier, que ce soit des abats, parce que vous avez des barquettes d'abats, que ce soit des morceaux de poulet, vous avez des cuisses, etc. Vous avez l'étiquette, d'abord, la direction du commerce, elle réglemente ça. Et là, quand on a une unité d'abattage, que ce soit un abattoir de volaille ou bien une tuerie avicole, pour l'agrément, qu'est-ce qui se passe? Il fait un dossier pour qu'on délivre l'agrément, c'est-à-dire qu'on dit que cet abattoir est conforme et peut procéder à l'abattage. L'étiquette fait partie du dossier. C'est quoi? Dessus, il y a mention du nom de la structure. Par exemple, abattoir Flaine, ça peut être un nom, etc. L'adresse, le numéro d'agrément de l'abattoir. Parce qu'il y a un numéro d'agrément, que ce soit un abattoir viande blanche ou viande rouge, il est délivré par les services vétérinaires officiels. Donc vous trouverez le numéro d'agrément de l'abattoir. Et je vous ai dit qu'à l'issue de l'inspection des viandes blanches, il n'y a pas que l'étiquetage, il y a la délivrance d'un certificat vétérinaire. Et là, quand on part par exemple en brigade mixte, inspecter une boucherie de volaille. Je trouve du poulet étiqueté, je vérifie l'étiquetage, je vois que la tuerie, bon, je connais, c'est agréé, il y a le numéro d'agrément. Parce que il y a le numéro d'agrément, je demande toujours au boucher où sont vos certificats. Montrez-moi les certificats vétérinaires. Dessus, vous trouverez la même date que sur l'étiquette. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, le poulet doit toujours être accompagné des certificats. La différence avec la viande rouge, qui n'est pas le même cas pour les viandes rouges. Le poulet, il est toujours accompagné d'un certificat vétérinaire. Donc, et le boucher est tenu de l'avoir. S'il ne l'a pas, l'étiquetage ne suffit pas. Il peut faire l'objet d'une saisie pour ça. Qui me prouve que l'opérateur n'a pas abattu la nuit, emballé ses poulets, mis la date et l'a ramené. Donc, les viandes blanches doivent toujours être accompagnées d'un certificat sanitaire vétérinaire. La différence avec les viandes rouges, vous me direz pourquoi les viandes rouges ne sont pas toujours accompagnées. Parce que les viandes rouges, la marque de salubrité est sur la viande. Toutes les parties, d'ailleurs nous, on a une façon d'estampiller, c'est qu'on ne fait pas un seul trait. On essaye de faire en sorte que quand le boucher découpe, toutes les parties contiennent un petit bout de l'estampille. Voilà, c'est pour ça que les viandes blanches, c'est plus sensible, et les viandes blanches doivent toujours être accompagnées d'un certificat. Voilà. Il nous est même arrivé, je vais vous donner un petit cas très simple, de trouver des viandes blanches qui arrivent par exemple de Constantine. Moi, je ne connais pas tous les abattoirs de Constantine, je ne connais pas tous les abattoirs agréés. Donc, il peut me mettre n'importe quel numéro d'agrément. Et bien, figurez-vous qu'on prend les étiquettes, on va à l'inspection vétérinaire, notre direction, on demande à notre inspecteur d'appeler Constantine et de vérifier qu'ils ont un abattoir qui s'appelle tel et qui est agréé, pour vérifier, pour être sûr que ce qui arrive de l'extérieur, parce qu'on n'est pas censé connaître tout, on peut connaître les abattoirs de notre wilaya, c'est déjà beaucoup.
Donc, on peut aller pousser un peu plus loin quand il y a un doute, si les certificats sont un petit peu douteux, le cachet est un peu bizarre. On peut pousser les affaires. On ne s'arrête pas à la boucherie. Je vous assure qu'on ramène les étiquettes, on les récolte, on prend les certificats et on va plus loin. On essaie un petit peu de savoir. Et s'il y a un problème au niveau de Constantine, on le signale au niveau de l'inspection vétérinaire de Constantine. On leur signale qu'il y a un petit souci à leur niveau. Voilà, donc on essaye un petit peu de... Voilà. Vas-y, ouvre. Pour ce qui est des viandes rouges, donc la collègue a parlé de l'estampille. Je tiens à vous informer qu'il n'y a qu'un seul établissement au niveau national qui fabrique ces estampilles, c'est au niveau de JG. Donc comme elle l'a expliqué tout à l'heure, vous avez inspection, il y a des mentions qui sont portées dessus, telles que l'inspection vétérinaire, il y a le numéro de l'abattoir. Et je vous assure que vous ne pourrez jamais falsifier une estampille. Lors des inspections de brigade mixte, nous constatons et nous faisons la saisie de viande, même si elle a de l'encre dessus. Mais rien qu'à lire, à vérifier la présentation de ce marquage, on peut savoir si elle est issue d'une estampille réglementaire ou pas. Impossible de falsifier cette estampille. Et l'estampille est très souvent sous la responsabilité du vétérinaire, toujours sous la responsabilité du vétérinaire qui est chargé des inspections au niveau de l'abattoir et sous clé. Et pour ce qui est de l'encre aussi, vous avez sûrement vérifié qu'il y avait différentes couleurs. Et ça, c'est conformément à un texte réglementaire, c'est selon l'espèce. Le bovin, le caprin, le premier choix, voilà. Donc vous avez la couleur de l'estampille. Je vais juste les couleurs. Vous avez le vert qui est pour le veau et l'agneau, donc c'est les jeunes. Vous avez le violet qui est pour pour le bovin et l'ovin adulte. Bovin et ovin, c'est-à-dire, je pense que vous comprenez. Les ovins, c'est les moutons et les bovins, c'est tout ce qui. Mais je dis bovin parce que je ne veux pas dire vache, parce que les femelles sont interdites à l'abattage. Je vais vous parler un petit peu de ce volet après. Donc vous avez le violet, c'est pour le bovin et l'ovin adulte. Le vert, c'est pour le veau et l'agneau. Ça, c'est des critères de qualité. Et le rouge, c'est pour le caprin. Si vous voyez une carcasse qui est en rouge, c'est du caprin. Bon, je dis pas chèvre parce que c'est pas des femelles, c'est du caprin. Donc c'est réglementé. Nous avons un texte réglementaire qui dit quelle couleur nous devons apposer. Voilà. C'est tout. On peut continuer. Madame Kerfi, une question. Donc, entre autres, Madame Kerfi est un enseignant du département des sciences alimentaires et s'intéresse beaucoup aux aspects réglementaires. Allez-y, entre autres. Merci, Monsieur Cathy. Je tiens réellement à vous remercier. Et puis, pourquoi? Parce qu'on assure un petit peu les critères de qualité pour apprendre à l'étudiant d'apprendre dans le cadre de la mise en place d'assurance qualité quels sont les critères de choix. C'est pourquoi je veux, pour cette question, je souhaiterais vivement avoir plus d'éclaircissements. Pour la viande rouge, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, on arrive à nous situer. Je parle autant que consommateur. Hein. Mais par rapport à la viande blanche, par rapport aux œufs, là, réellement, on cherche à voir quels sont les critères de garantie, quels sont les critères que je dois les avoir dès que je rentre dans une supérette. Quels sont les critères que je dois prendre en considération en tant que consommatrice. En tant que consommatrice. Oui. Et donc, ce que je veux savoir, parce que quand on rentre, on trouve des fois, il est donc emballé. Des fois, on trouve des parties du poulet, donc aussi emballées sans qu'il y ait, parce qu'il y a juste un petit écriteau, une petite étiquette. Et sur l'étiquette, ce qu'on voit réellement de loin, on examine juste la date, mais réellement, on a besoin de savoir quelles sont c'est-à-dire nos orientations. Je vous demanderai de nous orienter vers réellement pour avoir la garantie. C'est des marqueurs de qualité comme ça. Exactement. Surtout pour les œufs, je souligne ça surtout beaucoup plus sur les œufs. À l'étranger, on trouve le cachet sur les œufs. Maintenant, on dit est-ce qu'elles sont contrôlées ou pas? C'est la question que je pose et je tiens à vous remercier.
En principe, tous les produits qui sont mis à la commercialisation doivent être obligatoirement identifiés. Que ce soit le poulet, que ce soit la viande, que ce soit... Donc on a parlé, il y a aussi la culture algérienne. Il y a aussi la culture algérienne, d'accord. Pour l'instant, il y a aussi des opérateurs, tout dépend de ce qu'il y a sur le marché. Nous avons à l'heure actuelle des abattoirs. Mais il y a aussi des abattoirs privés. Il y a aussi des établissements de découpe de viande rouge. D'accord. Il y a beaucoup d'établissements qui sont en voie de réalisation, d'apparition. D'accord. Selon la demande. Il y a des établissements de découpe de viande rouge. D'accord. Ils sont aussi identifiés. Mais nous, à l'heure actuelle, dans la culture algérienne, nous avons le boucher. D'accord. Nous n'avons pas les grandes surfaces où c'est exigé, mais ça va venir. C'est un travail qui est en train de se faire. Tout à l'heure, je disais, l'Algérie, c'est un chantier, et c'est des choses qui sont appelées obligatoirement à venir. Vous avez aussi l'œuf. L'œuf, il doit être aussi identifié pour être mis à la commercialisation. Ça va venir, et l'idéal, évidemment, c'est l'estampille. C'est l'estampille. Pour l'heure actuelle, je crois que c'est les couvoirs qui ont un estampille. Les couvoirs, c'est une certaine catégorie d'élevage. Maintenant, ce que disait la collègue tout à l'heure, il faut que... c'est vrai, il y a l'œuf qui doit être identifié. Mais il ne suffit pas d'avoir un œuf identifié. Il faut un document. Il faut un document qui atteste qu'effectivement, cet établissement... Parce que les exigences de l'étiquetage, et il y a un texte pour ça. Il y a un texte réglementaire qui, dans les exigences de l'étiquetage, il faut l'agrément. L'agrément, ce sont des poulaillers qui sont agréés aussi. Il faut que le bâtiment soit suivi sanitairement par un vétérinaire. Que l'élevage n'a pas été traité par un médicament. Voilà, il y a le délai d'attente. Il y a le vétérinaire qui fait le suivi de cet élevage, doit délivrer un document. Donc tout ça, ça va être mis en place, ça va prendre le temps qu'il faut, mais ça va venir. Ça va venir. Effectivement, il y a des poulaillers qui font déjà l'effort de vendre les œufs emballés. Donc, maintenant, pardon. Donc, il y a des informations qui sont portées sur cet étiquetage. Il faut aussi avoir un document. Voilà, donc un document qui atteste qu'effectivement ce produit répond aux normes et aux exigences pour la consommation humaine. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, allez-y. Elle parle en tant que consommateur, et j'ai un petit peu compris son souci. Alors la collègue a parlé des œufs, effectivement. Les œufs, il y a encore un travail qui doit être fait, tout ce qui est par rapport à l'identification et à la certification. Parce qu'en ce moment, mais il y a une chose, en tant que consommateur, personnellement je le fais, moi je n'achète pas les œufs chez un épicier qui les met à température ambiante. Moi j'ai déjà dit à mon épicier, si vous continuez comme ça, j'achète pas chez vous. Donc le minimum, c'est le respect de la chaîne de froid. Et moi, vous voyez, on voit tous des grossistes qui mettent un climatiseur et qui ont des cellules, comme ça, des piles de cellules d'œufs. Et c'est des grossistes. C'est-à-dire, imaginez le temps où ces œufs, combien de temps ils restent chez eux avant d'être pris par le commerçant, et combien de temps ils vont rester chez le commerçant avant d'être consommés. Donc là, le travail, il va être fait. Il y a le deuxième volet, dont tu as parlé, c'est les résidus. Ça viendra. Il y a un travail qui a commencé à être fait à notre niveau. C'est la recherche des résidus au niveau des œufs. Mais les œufs, pour le moment, c'est pas encore bien codifié. Ça viendra, mais le consommateur peut déjà lui-même ne pas acheter les œufs qui ne sont pas dans un comptoir frigorifique. C'est clair, ils sont à température ambiante, mais chez lui, je n'achète pas.
Le premier, si vous voulez, qui sanctionne, c'est le consommateur. Par contre, les poulets, je crois qu'il vous est tous arrivé de rentrer dans une... Il y a certaines boucheries où il y a du poulet emballé et étiqueté. Il y a certaines boucheries où le poulet n'est ni emballé ni étiqueté. Je vous le dis tout de suite, le poulet qui n'est ni emballé et étiqueté, c'est un poulet issu de l'abattage clandestin. Il a été abattu dans le poulailler, il a passé la nuit dans des fûts métalliques, dans de l'eau, pour que le lendemain, il soit tout blanc, tout beau, présenté à la commercialisation. Donc c'est clair, si tous les consommateurs boudaient le poulet qui n'est pas étiqueté, je crois que ces gens-là arrêteraient. Mais les gens, préférentiellement, ils vont vers le poulet qui n'est pas étiqueté. Goul qu'il est plus beau. Mais c'est un poulet qui est incontrôlé. C'est-à-dire, on ne sait de quel élevage il arrive. Est-ce que l'élevage n'est pas... Il n'y a pas de maladie contagieuse. On ne sait pas dans quelles conditions il a été abattu. Et je vous dis, on sait dans quelles conditions il s'est abattu. Derrière les bâtiments, dehors, il passe la nuit dans des fûts crasseux, rouillés, des fûts métalliques, rouillés dans de l'eau. Et le lendemain, ils sont retirés et mis... Donc, c'est simple, le consommateur, c'est clair. Un dos étiqueté, un dos non étiqueté. Le non étiqueté, on sait qu'il vient qu'il a été contrôlé. C'est clair que moi, je vais acheter le poulet qui a été contrôlé. Si je veux être tranquille. Mais si j'achète le poulet qui n'est pas contrôlé, ou le poulet qui est vendu dans les marchés, sauf que non, je vais au marché, je vais acheter un poulet qui est comme ça, mis à l'air libre avec la poussière. C'est clair que j'assume après mes responsabilités en matière d'intoxication. Le premier, ce qui doit sanctionner, c'est le consommateur. C'est clair. Il est emballé, étiqueté, donc il est suivi, il est contrôlé. Il n'est pas emballé, donc il est issu d'un abattage clandestin. C'est clair. Je crois que maintenant, l'éradication du poulet, nous avons travaillé pendant des années. Je parle à ma collègue qui a fait brigade comme moi. Nous avons détruit des kilos et des kilos et des kilos de poulet non étiquetés. Mais je vais vous dire, c'est dur. Les pratiques, le quotidien, notre culture est difficile là. Tant que le consommateur ne bouge pas. Ce matin, je parlais à ma collègue, j'étais en inspection. Quand je dis au boucher, vous l'enlevez de l'étalage pour que je détruise, il y a un client qui dit, vous me donnez ce poulet. Je lui dis, vous le retirez, ou vous me le donnez, je le prends. Donc déjà, quand le consommateur n'est pas avec nous. Oui. Vous avez le droit de sanctionner. Mais moi, en tant que consommatrice, je n'ai aucune... Vous le sanctionnez en n'achetant pas ce produit et en le lui disant. Il y a un pouvoir. C'est le pouvoir qui a le plus de poids que moi, en tant que consommatrice. Moi, je suis ignorante. Pourtant, vous êtes l'actrice principale. Mais non, madame. Tant que vous achèterez ce poulet, ce monsieur fera marcher son commerce. Si vous lui dites, ah oui, mais il n'est pas emballé votre poulet, donc vous ne l'avez pas abattu dans un abattoir. Mais je suis chalek. Vous avez dit cette... Non, mais je l'ai fait. Non, moi, je l'ai saisi, je l'ai détruit. Non, non, mais je vous dis, il n'a pas pris son poulet. Je vous explique. Quelque part, il y a un manque d'information du consommateur. Bah, écoutez, depuis le temps, maintenant, vous savez que le consommateur, maintenant, le niveau intellectuel du consommateur, il est élevé. On ne parle pas des années 70 où il y avait beaucoup de gens illettrés. Maintenant, la Hiberg, les Algériens, il y a un niveau, ils sont à la télé, qu'il y a l'Internet, ils sont très au courant, je suis désolée. Je crois que personne ne peut dire maintenant qu'il ignore ceci ou cela. Je crois que l'information passe maintenant très très bien. Le niveau intellectuel est très élevé quand même. Si vous permettez, docteur, en effet, j'avais commencé par cela tout à l'heure. C'est-à-dire, en tant que consommateurs, nous sommes acteurs du développement. C'est-à-dire, c'est nous qui devons tirer la sonnette d'alarme. Est-ce que vous pouvez vous imaginer réellement que derrière chaque boucher, il doit y avoir un inspecteur? Non. Réellement, le véritable inspecteur, c'est celui qui va acheter, c'est le consommateur. Donc, en fait, réellement, pour tout simplement que les agents de production se corrigent, s'améliorent, c'est tout simplement en achetant, en boudant le produit. Non, j'achète pas, donc il n'y aura pas, je vous le dis clairement. Donc, au fait, le message que vous venez de nous donner sur les habitudes alimentaires, sur les habitudes d'achat, ainsi de suite, c'est vrai qu'il y a un gros travail, déjà, vous, universitaires, vous avez cette responsabilité, vis-à-vis de vous-même, de votre famille, de votre entourage, sensibiliser au maximum. Il y a encore, effectivement, des résidus de mauvaises pratiques qu'on a héritées.
Je suis d'accord, peut-être ma grand-mère, où elle va préférer voir un poulet, parce qu'en croyant qu'il est fraîchement abattu, Zifner, il croyait à cela. Il est fraîchement abattu, je vais le manger parce qu'il n'est pas emballé, il est fraîchement abattu. Mais non, vous savez que maintenant, on peut pas, à l'heure actuelle, assurer des abattages immédiats, une vente immédiate, c'est pas possible. Madame parle d'un poulet qui vient de Constantine. C'est certain qu'il n'est pas égorgé tout de suite. Mais un poulet qui vient de Constantine, dans un abattoir agréé, ayant subi les traitements nécessaires post-mortem, ayant été emballé, et ainsi de suite, oui, je vais manger le poulet de Constantine. Il est mis sous froid, effectivement, ainsi de suite. Donc, ça, c'est une responsabilité que nous avons. C'est-à-dire, en tant que consommateur. Et d'ailleurs, je vais vous demander, une chose est certaine, une de mes questions tout à l'heure, je suis sûr que durant vos inspections, je suis sûr que vous subissez énormément de pression, énormément de désagréments, et je vous demande tous et toutes ici présents d'applaudir chaudement tout le travail. Tout le travail, si ce n'est même agression, peut-être même agression. Donc, c'est un travail, elles le font, donc elles en sont convaincues, mais c'est un travail qu'elles le font pour nous. Donc, franchement, chapeau. Il y a, donc, elles me l'ont dit, et beaucoup d'inspecteurs subissent ce genre de choses. Donc, un grand merci. Merci. Autre question. Monsieur Boudalias. Donc voilà, bonjour tout le monde. Donc tout d'abord, je tiens donc à souhaiter la bienvenue donc à nos invités, Madame Bouzid et Madame Hassissan. Donc et de saluer, vous remercier donc pour cette initiative donc qui montre un petit peu l'importance que vous accordez donc au contrôle de la qualité qui vise directement donc à préserver donc la santé du consommateur. Donc tout d'abord, avant de poser ma question, donc je tiens à répondre à mon étudiant. Donc le consommateur également donc il peut agir donc en essayant donc d'aviser c'est ce qu'on appelle les associations de protection du consommateur, que leur rôle principal donc c'est d'orienter, de sensibiliser les citoyens. Donc on peut agir de ce côté-là. Donc ma première question donc s'adresse à Madame Hassissan. Donc si j'ai bien compris, donc au niveau du port, donc vous procédez donc à 3 types de contrôle. Donc ce qu'on appelle le contrôle de document, un contrôle visuel également. Donc s'il y a suspicion de la non-conformité de votre produit, donc vous procédez également donc au prélèvement des échantillons. Donc la suite à donner à ces échantillons-là. Donc est-ce que vous avez des laboratoires d'analyse ou vous faites appel à d'autres laboratoires agréés? Effectivement, nous faisons donc, je vais répéter, nous faisons un contrôle documentaire, un contrôle physique du produit, et nous faisons systématiquement, et pas lors vous avez parlé de suspicion, nous faisons systématiquement des analyses, des prélèvements. J'ai parlé un peu des produits que nous sommes actuellement en train de traiter. Vous savez que il y a une nouvelle démarche du gouvernement par rapport aux importations. Donc tout a été freiné, d'accord. À l'heure actuelle, qu'est-ce que nous inspectons? Nous inspectons juste la poudre de lait. Et parfois, nous avons à inspecter des produits de la pêche destinés à la transformation, aux conserveries de thon. Nous faisons systématiquement des prélèvements pour chaque lot. Si le dossier a 10 lots, nous faisons des prélèvements de 60 sacs de 25 kilos. Quand le produit est présenté de sacs de 25 kilos. 5 sacs sont, pour chaque lot, 5 sacs, ils sont destinés au laboratoire, pour ce qui est de la bactério, c'est Béjaïa. Vous savez, nous avons, je crois, 7 laboratoires au niveau national, d'accord, vétérinaire. Et chaque laboratoire est responsable d'un découpage de région, d'accord. Nous, pour Béjaïa, nous sommes ralliés au laboratoire de Dela Ben Khedda de Tizi Ouzou, donc pour les analyses bactériaux. Isotopiques, pour l'instant, il n'y a qu'un seul au niveau national, c'est le CNRA d'Alger.
D'accord, donc 5 par lot, hein. Je dis bien 5 sacs pour chaque lot par Darab al-Khadda et un sac pour l'isotopique. Parfois, nous procédons nous-mêmes au prélèvement au niveau du porc, puisque ça ne demande pas des conditions d'asepsie et tout pour ce qui est des analyses isotopiques. Mais pour ce qui est de bactériaux, nous n'avons pas les conditions adéquates, donc on préfère envoyer le sac de 25 kg fermé à l'arrivée. Et pour ce qui est par exemple des cartons de produits de la pêche, nous envoyons carrément des cartons, 5 cartons par lot, pris un peu séparément, différents endroits du conteneur, 5 cartons par lot. Et nous faisons aussi l'isotopique pour les produits de la pêche. Merci, voilà. madame. Également, donc, toujours dans le même contexte, donc, comment rassurer donc, le consommateur que cette viande-là, il s'agit bien d'une viande de veau, d'agneau et pas d'autre chose. Également, pour la viande importée, comment être sûr que cette viande, elle est halal, c'est-à-dire qu'elle a été abattue selon le rite musulman. Ma deuxième question s'adresse donc à Madame Bouzid. Donc, parlant toujours de ce nouveau texte concernant le label halal, il y a ce qu'on appelle maintenant l'étourdissement. Je me demande, elle est autorisée actuellement. Je me demande, selon le texte halal, elle est autorisée à condition que l'étourdissement ne cause pas la mort donc de l'animal. Je me demande donc, est-ce que on le fait chez nous et comment on le fait? Voilà, et je vous remercie. C'est compliqué. J'ai parlé tout à l'heure d'un dossier sanitaire pour les viandes. Pour les viandes, nous avons un autre document, c'est le document certificat halal, établi par les services musulmans, service le Wafaq, je crois, en arabe, le Waqf, du pays d'origine. Maintenant, est-ce que c'est... Là, je ne pourrais pas. C'est certifié, que chacun assume, d'accord. Là, pour ce qui est des viandes, nous l'avons. Mais ce mot halal, il faut pas trop, bon, pour ce qui est des viandes et tout, c'est exigé. Mais vous savez que maintenant, nous recevons des produits laitiers avec un certificat halal. Donc il ne faut pas, c'est-à-dire que vous voulez du halal, voilà. Pour la poudre de lait, nous l'avons, ce document. D'ailleurs, ça nous fait sourire un peu au niveau du porc. Mais pour les viandes, hein, pour les viandes que ce soit bovines, ovines, le document est obligatoire dans le dossier. Maintenant, pour je ne sais pas. Pour ce qui est de l'espèce, le document, le dossier sanitaire, il y a un certificat sanitaire qui est établi par les services officiels qui atteste que cette viande est bien de la viande bovine. Découpée, congelée. Et sur le certificat sanitaire, il y a des parties qui sont interdites à l'importation. D'accord? Là où il y a au niveau, ils vous décrivent sur le certificat sanitaire il ne faut pas que les animaux contiennent des résidus d'antibiotiques, des produits toxiques. Il faut que tout ce qui est moelle épinière soit extrait, soit retiré. Donc maintenant, est-ce qu'on n'envoie pas pour des analyses, pour déterminer si c'est du bovin ou de l'ovin? Il y a des documents sanitaires, il y a des clauses qui sont arrêtées avec les services vétérinaires des deux parties, la DSV algérienne et la DSV du pays, il y a des accords. Maintenant, il y a un système d'alerte. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les informations les derniers temps. C'était de la viande du Brésil, d'origine brésilienne, où il y a eu une cinquantaine de pays ont importé du Brésil. Donc l'Algérie a fait par le port de Béjaïa, on n'avait pas traité mais toujours est-il qu'on a été instruit que s'il y avait des arrivages, qu'il y avait une conduite à tenir par rapport à cette viande d'origine brésilienne. Donc il y a un système d'alerte
Donc la DSV est au courant s'il y a un problème au niveau... Je vous ai parlé tout à l'heure du statut sanitaire. La dérogation, l'importateur est autorisé à ramener d'un pays tant qu'il n'y a aucun incident sanitaire. Donc, automatiquement, nous sommes informés que telle et telle personne ont eu des dérogations, mais qui sont annulées. D'accord? S'il y a un statut sanitaire. Et d'ailleurs, c'est bien mentionné sur le document que ce document peut être annulé à n'importe quel moment selon le statut sanitaire du pays d'origine. Maintenant, est-ce qu'on fait des analyses pour déterminer si c'est de la viande bovine ou la viande ovine? Non, on ne le fait pas. On ne les fait pas. On fait juste la microbio, de l'isotopique. Voilà. Pour le poisson, nous faisons des analyses qui est la recherche des métaux lourds. Voilà. Mais ces documents, il y a quand même un document sanitaire qui accompagne la marchandise. Il y a un service vétérinaire officiel qui atteste que cette viande est bien la viande ovine ou de la viande bovine. Et il y a aussi l'étiquetage. Il y a aussi l'agrément de l'abattoir. Parce que pour certains pays, l'Algérie a listé quelques abattoirs. L'Inde, par exemple, nous avons une liste d'abattoirs halal agréés par le gouvernement algérien. Et il y avait effectivement toute une polémique. Il y a eu une commission qui s'est déplacée qui a fait les inspections de tous les abattoirs. Et ils ont attesté que c'était du halal. Voilà. J'ai répondu. Ça va, c'est bon. Alors, pour l'histoire de l'étourdissement, bon, c'est vrai que l'abattage halal, normalement, c'est la saignée. Il n'y a pas d'étourdissement. Donc, à notre niveau, pour le moment, on ne parle pas d'étourdissement, on continue à faire la saignée rituelle. Les animaux, vous savez, quand vous êtes dans l'abattoir comme ça, vous avez l'impression que, surtout le bovin, bon, l'ovin c'est très simple, c'est facile à manipuler, mais le bovin, vous avez l'impression que c'est anarchique, il arrive, tof, qu'il est... Mais c'est pas vrai. Déjà, quand il est conçu, le point de saignée, il est conçu de façon à ce que l'animal soit tourné vers le qibla. Donc, on a l'impression que c'est anarchique, mais je vous assure que non. Quand vous observez, vous voyez que les animaux, ils sont tournés vers le qibla. Il y a la saignée. La seule espèce où vraiment on a réfléchi à l'étourdissement, c'est les équins, les chevaux. Parce que c'est pas facile de faire tomber un cheval. Vous savez, avec ses guiboles, etc. C'est très dangereux pour les manipulateurs. Donc, éventuellement, les seuls qui pourront... Pour le moment, nos structures d'abattage ne permettent pas l'étourdissement parce que il ne suffit pas d'étourdir et de faire tomber. L'idéal, c'est d'avoir, vous savez, un box comme ça où ils sont étourdis, puis après ils sont retournés, parce qu'ils doivent être retournés pour la saignée tout de suite. Donc, pour le moment, le problème ne se pose pas si on continue à travailler selon le rite connu qui est la saignée, etc. Les seuls qui pourront éventuellement, il n'y en a pas beaucoup d'abattoirs qui font ma connaissance, il y a Tizi Ouzou, il y a le Harash qui fait encore les équins, très peu de chevaux. Donc éventuellement, ils pourront le faire pour un problème de sécurité. Mais vraiment, le problème ne se pose pas du tout. On continue à battre de façon normale, on fait la saignée. On n'a jamais exposé ce problème. Puis nos structures, pour le moment, elles ne permettent pas l'étourdissement. On travaille comme ça. Ça se passe bien. Pas forcément pour les animaux, mais ça se passe bien. Voilà. Merci beaucoup. Encore, allez, 2 petites questions ou 3. Donc, madame et puis madame. Ouais. Bonjour. Bon, j'ai 2 questions à vous poser. J'ai plein de questions, mais je vais les résumer sur 2 questions. La première, c'est pour madame Hassisen. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire par rapport à l'importation des animaux, les vivants. Vous avez dit, si j'ai bien compris, vous avez dit qu'ils ne subissent pas d'analyse mis à part l'aspect macro. Donc, vous ne pensez pas que du point de vue économique, c'est une perte si jamais on a importé des animaux, tant d'animaux, pour lesquels il n'y avait aucune analyse qui n'a pas été effectuée. Et en fin de compte, lors de l'abattage, on se retrouve avec des taux élevés d'antibiotiques ou de médicaments. Donc, on est censé d'écarter toute cette
cette marchandise. Donc pourquoi pas faire des analyses avant le... C'est-à-dire directement, c'est pour saisir la marchandise avant le... C'est-à-dire, du point de vue économique, ça sera une perte. Voilà la première question. La deuxième, c'est pour Madame Bouzid. Vous avez parlé tout à l'heure de la viande blanche. Vous avez dit que c'est-à-dire porter pour la durée, le délai de consommation, c'est au hasard. Si vous avez dit que chacun, c'est-à-dire selon le déroulement de l'abattage et tout ça, on décide à consommer avant 5 jours ou à consommer avant. Moi, autant que consommatrice, qui c'est qui me garantit? Elle est où cette garantie d'être que c'est valable ou pas? Voilà, merci. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de l'importation des animaux. Nous avons 3 types d'importation d'animaux. Nous avons, par exemple, je parle du bovin. Nous avons le bovin reproducteur, les génisses par exemple. Et en général, les génisses, quand elles sont importées, elles sont pleines. Là, c'est un dossier, parfois qui se présente. Vous avez vu les valises de voyage? C'est ça, les dossiers des génisses. Et nous exigeons de l'opérateur à nous ramener le dossier 48 heures avant l'arrivée des animaux. J'ai parlé tout à l'heure du bien-être des animaux. Là, on ne peut pas attendre, quand il s'agit d'un animal vivant, on ne peut pas attendre parce que pourquoi? Nous devons faire l'étude du dossier. Nous lisons chaque document, chaque feuille, elle doit passer au peigne fin. Il y a un statut sanitaire et il y a un certificat sanitaire. Un certificat sanitaire qui n'est pas fait à l'aveuglette. J'ai parlé tout à l'heure que ce certificat sanitaire est établi en commun accord avec la direction des services vétérinaires et la direction, par exemple, je prends la France, avec les services vétérinaires français. Un certificat sanitaire, il est établi avec toutes les conditions exigibles. C'est nous qui exigeons, c'est l'Algérie, nous sommes importateurs, d'accord? Donc on exige de ce cheptel qu'il soit indemne de toute maladie, d'accord? Et donc ce ne sont pas quand même, ce sont des services vétérinaires qui attestent. Il y a la griffe, il y a les services, il y a la griffe officielle, d'accord? Donc, ce certificat est accompagné d'une multitude de bulletins d'analyse pour chaque animal. Donc, vous faites confiance? Non, je vous ai dit, on exige de l'opérateur de nous le ramener 48 heures. Et vous savez ce qu'on prend à la fin de l'étude du dossier? On prend 2 à 3 comprimés de Doliprane. Parce que nous devons vérifier tête par tête. Tête par tête. Tête par tête. Si nous avons 600 génisses, nous vérifions les 600 documents. Et je ne vous parle pas de 600 documents. Par chaque maladie, pour chaque animal, nous avons 5 à 10 bulletins d'analyse. Et nous devons les vérifier. Et s'il y a un doute, nous refaisons la vérification. Ne croyez pas que j'exagère, hein? Ça, c'est une réalité. Nous devons vérifier chaque document. Et vous savez, un statut sanitaire n'est pas fixe. Nous avons le statut sanitaire qui évolue parfois négativement. Il y a une maladie qui est la maladie de Schmallenberg qui est parasitaire. Donc on exige du cheptel qui vient de France qu'il y ait cette attestation. Et nous devons vérifier pour les 600. Et je vous assure que les numéros d'identification, c'est des numéros de 10 chiffres qui se ressemblent. Alors là, nous les cochons, 48 heures avant l'arrivée des animaux. D'accord? Pourquoi? Parce que nous sommes tenus de prendre une décision. Nous sommes tenus de prendre une décision. Nous vérifions même l'âge de l'animal. Et c'est tout un intervalle. Nous faisons des calculs, l'âge de l'animal. Parce que sur la dérogation sanitaire, on nous demande, par exemple, c'est mentionné, il faut que ce soit des génisses moins de 38, par exemple de 36 mois. Nous devons vérifier l'âge. Nous devons vérifier la gestation.
Alors imaginez 600 numéros d'identification que vous revoyez. Pour chaque document, vous revoyez la liste d'agréage. D'accord? Donc, nous, on ne fait pas ça par hasard. C'est du travail. Je vous ai dit que c'est des valises qui arrivent au port. Parce que l'inspection, par contre, quand on monte sur le bateau, on ne peut pas vérifier tête par tête quand même. On ne peut pas vérifier tête par tête. Nous faisons la vérification des animaux, grosso modo. Nous faisons donc quand on va c'est des étages. Nous faisons tous les étages. Si il nous arrive d'avoir des avortements, nous devons poser des questions sur l'avortement. Nous devons prendre et vérifier pourquoi elle a avorté. C'est tout un travail. D'accord? Et nous devons aussi, donc, une fois que nous faisons, nous vérifions, donc nous sommes en général, je ne suis pas seule, je suis avec ma collègue. D'accord? Donc on prend des numéros comme ça. Et quand on rentre au bureau, on vérifie que ces numéros existent sur la liste, parce que ce n'est pas 600 numéros que l'on peut retenir. Je vous ai dit, c'est des numéros de 10 chiffres, et même plus. C'est des départements et tout. Donc, une fois qu'on a vérifié tous ces numéros, on autorise l'introduction des animaux. Ça, on le fait sur le bovin d'engraissement, reproducteur et d'abattage. Nous vérifions que ces animaux sont bien sur la liste d'agréage. Donc, nous autorisons ensuite l'introduction sur le territoire national, mais sous quarantaine, mise en quarantaine. Donc, ça part et nous vérifions le transbordement. Nous assistons au transbordement. Nous vérifions que ces camions sont désinfectés par des établissements agréés par les services vétérinaires. Et chaque camion est accompagné d'un certificat de désinfection. Ça peut aussi contaminer les animaux, le moyen de transport. Donc en général, nous faisons, c'est-à-dire nous encourageons la sortie des animaux à partir de 16 heures. Pourquoi? Parce que le circuit est fluide, donc pour que ça arrive rapidement au niveau du lazaret. Là, au niveau du lazaret, il y a un vétérinaire chargé du lazaret. D'accord? Elle aussi, elle va vérifier, on lui donne les documents. On lui donne les documents. Elle va vérifier les 600 numéros, si c'est bien un par un. Elle vérifie que les 600 déclarés sur les documents sont effectivement ces animaux identifiés, d'accord? Ensuite, il y a bien sûr le prélèvement sanguin donc il y a pour la brucellose, la leucose. Si maintenant ces animaux, ça dépend du statut, est-ce qu'ils sont indemnes ou pas indemnes et tout. Et toutes ces informations, on doit le mentionner sur la mise en quarantaine, parce que toutes ces informations doivent accompagner la demande d'analyse au laboratoire. Maintenant, j'ai parlé des animaux qui ne sont pas soumis aux analyses. Ce sont des animaux qui sont destinés à l'abattage. Qui dit abattage, ça veut dire que quand ils arrivent, nous vérifions que ce sont bien les animaux qui sont décrits sur les documents sanitaires et selon l'effectif, parce qu'un opérateur peut ramener 20 comme il peut ramener 500. Donc il y a eu une procédure qui a été mise en place par la DSV, c'est donner le temps un peu à l'opérateur d'abattre ces animaux, sous surveillance des services vétérinaires. Le vétérinaire qui est responsable de l'aire de transit, donc il va vérifier, ces animaux vont rentrer au niveau de l'aire de transit avec des documents, avec une liste de numéros d'identification. Lui, il va établir des ordres d'abattage qu'il va envoyer au vétérinaire de l'abattoir. Elle aussi, elle va vérifier. Donc c'est une information qui circule dans les deux sens. Donc, pourquoi faire? Il y a quand même, ces animaux ne sont pas venus comme ça, ce ne sont pas une importation illicite. En plus je vous ai parlé tout à l'heure, en plus du dossier sanitaire, le document, la pièce maîtresse c'est la dérogation sanitaire d'importation.
C'est-à-dire que la DSV algérienne autorise cet opérateur à ramener de France. Elle l'autorise à ramener des taurians d'abattage, destinés à l'abattage. Pourquoi? Parce qu'elle connaît le statut sanitaire français. Donc nous, tous ces documents attestent bien que ces animaux sont indemnes de toute maladie. D'accord? Et ce sont des documents qui sont attestés par les services vétérinaires officiels. Donc, et en plus de ça, le délai d'abattage, très souvent, il ne dépasse pas les 1 mois. Et l'ère de la mise en quarantaine, l'ère de repos, elle ne doit pas dépasser les 50 km du port. Pourquoi? C'est pour éviter justement la propagation de telle ou telle maladie. D'accord? Donc même les aires de repos, ils doivent être proches du port d'entrée des animaux. C'est bon, j'ai répondu? À toi, vas-y. Je vais juste rebondir sur ce que m'a dit. Peut-être que l'aire de repos n'est pas très bien comprise. Qu'est-ce qu'un lazaret? Vous savez, les animaux vivants, on ne peut pas les garder au port. Ils sont dans un bateau. Donc, quand ils sortent du port pour aller au niveau du lazaret, on ne peut pas vraiment dire que ça y est, ils sont libérés sur le territoire national. Hein. Ils sont en quarantaine, c'est-à-dire qu'ils sont encore séquestrés et sous contrôle. Donc, c'est des animaux qui sortent du port avec un document, qui arrivent au lazaret, le vétérinaire leur sort avec un document, ils sont surveillés durant toute la durée de la quarantaine, soit pour les prélèvements ou en attente des résultats d'analyse. Et donc, ils ne sont libérés sur le territoire national, c'est-à-dire qu'ils sont libérés que quand toutes les procédures ont été finalisées, tous les résultats sont arrivés. Là, il y a juste une petite différence, c'est les animaux destinés à l'abattage, c'est-à-dire que la collègue vous a expliqué que s'il y en a 20, on ne va pas lui donner 1 mois pour les abattre. On ne peut pas demander à quelqu'un qui ramène 500 bovins de les abattre dans la semaine. Il faut qu'il trouve des clients, qui les achètent, etc. Donc, et ça, c'est le ministère qui décide. Mais il faut comprendre qu'ils n'ont que 2 destinations. Ces bovins du bateau, ils vont au local de quarantaine, mais du local de quarantaine, ils ne vont qu'à l'abattoir. Ils ne peuvent pas aller dans un élevage. Ils ne vont. Et vous savez, les documents sont bien surveillés. Il arrive avec un document qui est contresigné par celui qui le reçoit, qui renvoie l'information qu'il est arrivé chez lui. On nous demande des comptes. Nous, à l'abattoir, quand on a des bovins d'importation destinés à l'abattage, on nous demande des comptes sur le nombre, le jour où ils sont arrivés, quand est-ce qu'ils ont été abattus. Tout est bien contrôlé, le circuit... Pardon, même garder la boucle. Ah bah alors les boucles, n'en parlons pas. On garde les boucles, l'identification, on les arrache, on les archive. Donc c'est un circuit qui est très bien codifié pour faire en sorte, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de fuite. Vous avez eu raison de poser la question, de dire pourquoi vous ne faites pas d'analyse, puis après, économiquement, elle a parlé du point de vue économique, qui arrive à notre niveau, ils sont saisis. C'est des animaux qui arrivent avec un statut sanitaire. Donc il y a des documents qui attestent qu'ils arrivent de zone indemne de telle maladie, mais ce n'est pas des animaux indemnes, ils peuvent avoir des parasitoses. Et ça, c'est rien. Ça arrive chez nous, c'est normal. On est là pour veiller à retirer de la consommation ce qui ne peut pas être consommé. Mais ça arrive aussi avec nos bovins qui sont chez nous. Nous, c'est-à-dire les documents sanitaires, ils parlent des grandes maladies, entre guillemets, c'est les maladies contagieuses, qui peuvent être un fléau pour les élevages locaux, pour le cheptel local. Mais sinon, les maladies courantes de l'espèce, une pneumonie, l'animal peut prendre froid dans le bateau, arriver, moi je vais saisir le poumon pour pneumonie. Mais ça, c'est entre guillemets, c'est normal, entre guillemets, c'est des animaux vivants. Nous, on parle des grandes maladies, les maladies contagieuses. Parce que on parle de statut sanitaire, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour introduire une maladie sur le territoire national. Il ne faut pas oublier juste que le lazaret, c'est une extension du poste frontière. C'est-à-dire que c'est un lieu qui est toujours contrôlé. Si elles sont au lazaret, elles ne sont toujours pas sur le territoire national. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'elle a parlé de distance. Ils doivent être proches du port. Donc c'est vraiment bien contrôlé. Maintenant, vous m'avez posé une question sur, je ne me rappelle plus. Ah oui, les viandes blanches. C'est moi qui vous ai parlé ça. Je vous ai dit que de temps en temps, vous avez trouvé un qui met 4 jours, l'autre qui met 5 jours. Effectivement. Il n'y a pas de texte, il n'y a aucun texte réglementaire qui dit que le poulet, une fois abattu, il ne peut être conservé que... Même à l'étranger?
Alors, moi, je vais vous parler de notre pays. Je parle de nous. Ce qui se passe, et je vous ai dit tout à l'heure, il y a la charge microbienne d'origine. Le froid rend ce qu'on lui donne. Donc, ce qui se passe, c'est que l'opérateur, les services vétérinaires, il nous arrive de faire des prélèvements inopinés de produits, de les envoyer au laboratoire. On vérifie selon la qualité pour l'analyse bactériaux. Donc, selon ce qu'on trouve, les résultats, on peut rappeler à l'ordre l'opérateur par rapport à ça, par rapport à sa durée qu'il a mise sur son, et par rapport surtout à ses pratiques, les bonnes pratiques d'hygiène. C'est-à-dire que dans son process, il y a un souci. Donc, l'opérateur met ça, mais il est toujours sous contrôle des services vétérinaires. N'oubliez pas que le vétérinaire est présent. Même un abattoir privé, même s'il recrute un vétérinaire qui travaille chez lui, l'inspection se fait par un vétérinaire étatique des services vétérinaires officiels. Même si quelqu'un construit un abattoir, il ramène le nombre de vétérinaires qu'il recrute, les inspections ne seront faites que par les vétérinaires mandatés par les services vétérinaires officiels. Donc, ils sont toujours sous contrôle. Les prélèvements sont régulièrement faits pour vérifier que ce produit est toujours dans la gamme de sécurité, entre guillemets. Donc, ils ne sont pas un petit peu libres de leur mouvement. Ils mettent, mais ils restent sous notre contrôle. Et s'il y a un souci, on les rappelle à l'ordre et on rectifie. Voilà, donc, grosso modo, c'est comme ça. Merci beaucoup, docteur. Madame, une dernière question. Ah oui, c'est la dernière. Allez, vous pouvez en poser deux. Ok. Parce que c'est vous. Parce que c'est moi, merci, c'est gentil. Donc, merci pour votre présence et puis pour tout ce que vous faites sur le terrain. Donc, j'aimerais réagir. Vous faites des contrôles de documents et je pense que c'est une étape qui est très importante et très lourde. Donc, j'imagine. Mais malgré ça, nous retrouvons toujours des produits qui ne sont pas conformes sur le terrain. Je parle à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Il y a eu pas mal de scandales, et même récemment. Et je vais rejoindre mon collègue, M. Boudaïès, donc, qui vous a posé une question sur l'origine ou le type d'espèce. Je parle de viande rouge, par exemple. Récemment, et même il y a une dizaine d'années, on a commercialisé un produit à la place d'un autre. Donc, la seule façon de vérifier cela, c'est le test génétique. Donc, vous avez répondu un petit peu à mon collègue. Donc, j'imagine le laboratoire. Donc, nos laboratoires ne sont pas équipés pour faire ce genre d'analyse. Donc, je pense qu'il faut réfléchir là-dessus parce que le consommateur, il se soucie de ce qu'il mange. Donc, je pense que la seule solution est donc d'équiper ces laboratoires pour pouvoir donc contrôler ce que nous importons. Donc, pour cette question, donc j'ai la réponse. Donc, ma deuxième question concerne le contrôle donc des produits du point de vue pesticides. Donc, ce que nous importons, est-ce qu'il y a des analyses sur ça, et même à l'échelle nationale, parce que récemment également, on s'est rendu compte que les produits que nous consommons, en l'occurrence la tomate, donc qui est riche malheureusement en pesticides. Donc, est-ce qu'il y a des laboratoires qui contrôlent donc nos produits de ce point de vue? Merci. Que le consommateur était le premier responsable. D'accord. Maintenant, pour ce qui est des viandes rouges, il y a un texte. Hein, oui. Par exemple, pour ce qui, en particulier, la viande hachée. D'accord. La viande ne devait être hachée qu'au moment à la demande, c'est-à-dire à la demande du consommateur. Maintenant, si il y a une tonne de viande hachée que tout le monde va acheter parce qu'elle est à bas prix, là, ça revient toujours au consommateur. Il est préférable de choisir, comme le texte l'indique, il est préférable de choisir son morceau. Mais si on rentre dans ces cas de figure, moi je vais vous dire pourquoi un boucher a un néant rouge. Le néant qu'il y a dans le camp.
le présentoir. Pourquoi il est rouge? Il ne devrait pas être rouge, de couleur rouge. Donc vous savez, un boucher qui a l'intention de frauder, il va frauder. Il va frauder. C'est pas en élaborant des textes que ça va empêcher un boucher de frauder. Mais c'est au consommateur d'être vigilant, de ne pas acheter, de ne pas acheter ce qui paraît douteux. Il faut savoir qu'aussi sur le terrain, il n'y a pas que les services vétérinaires. Il y a les services du commerce qui font aussi un travail en brigade mixte avec les services vétérinaires à sanctionner beaucoup de bouchers, mais c'est des bouchers qui récidivent. Donc, c'est un peu compliqué de rentrer dans le... C'est difficile. Je parlais tout à l'heure de la culture algérienne, c'est comme ça. Un Algérien, il préfère acheter un... Je ne sais pas si vous avez déjà été sur Classe. Ils sont abattus au vu et aussi de tout le monde. Le vendeur ne se cache pas. Et vous avez toute une file de personnes qui attendent leur tour. Donc là, on se pose la question. On revient toujours au consommateur. Le consommateur, maintenant pour ce qui est de la sensibilisation, je pense que ça fait plus de 10 années qu'il y a eu des journées de sensibilisation. Nous sommes en 2018. Moi, la première définition qui m'a été donnée de l'estampille, je me rappelle, j'avais 9 ans. Et c'était ma grand-mère qui me l'avait expliqué. Donc, est-ce que ça régresse? Je ne sais pas. Les personnes sont plus vigilants et plus... c'est ça qui est pas normal. D'accord. Donc, pour ce qui est de dire l'analyse génétique et tout, je crois qu'on n'est pas encore... ça va venir. La deuxième question, pesticides. Au niveau des postes frontières, il y a 3 services. Non, plusieurs services. Il y a le service de l'agriculture, qui est constitué de 2 inspections. L'inspection vétérinaire aux postes frontières et l'inspection phytosanitaire. Il y a le commerce, il y a les douanes et tout. Bon. L'inspection phytosanitaire, dommage, vous auriez pu l'inviter aussi, elle aurait répondu à cette question. C'est eux qui font le suivi. Mais à ma connaissance, étant qu'ils sont des collègues, donc l'opérateur est tenu d'avoir une autorisation d'importer tel ou tel produit. Et ce sont des produits, à ma connaissance aussi, qui sont analysés. Ils sont analysés au niveau des postes frontières. Hein. Je parle de postes frontières de Béjaïa. Donc ce sont des collègues, voilà. Mais je ne parle pas uniquement des produits importés, même les produits nationaux sont cultivés sur le territoire. C'est vrai qu'en tant que consommatrice, j'ai remarqué de la tomate avec une poudre bleue. D'accord. Ça, je l'ai remarqué il y a plus d'une année. Ça, je l'ai su parce qu'il y a un étudiant qui a fait cette analyse au niveau de la gendarmerie nationale à Alger. Et comme le laboratoire est très bien équipé, donc ils ont découvert que malheureusement nos tomates sont riches en pesticides. Non, en tant que consommatrice, je l'ai constaté il y a plus d'une année. D'ailleurs, j'ai été acheter des légumes, j'ai trouvé cette poudre sur la tomate, j'avais pas pris. Mais en sortant, j'ai été chez un autre, il n'y avait que ça sur le marché. Donc ça c'est aussi, il y a une brigade mixte, je crois, qui intervient sur le terrain, qui est constituée des services du commerce et de phytosanitaire aussi. Non, au niveau national, je crois qu'il y a une commission qui, voilà. Là, je pourrais pas, en principe, ils sont, voilà, je sais que l'opérateur doit avoir une autorisation. Seulement pour la dame qui a posé tout à l'heure, ne croyez pas qu'un opérateur va et importe ce qu'il veut. D'accord. Pour ce qui est des animaux, des produits animaux ou d'origine animale, il est tenu d'avoir une dérogation sanitaire. Dérogation sanitaire d'importation. D'accord. Il y a le mot sanitaire. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait la mention que cette dérogation peut être annulée à n'importe quel moment selon le statut, parce que la DSV, elle est reliée à un système d'alerte, elle est reliée à l'OIE où il y a
Rentrez dans le site OIE et vous verrez qu'il y a beaucoup de pays qui déclarent avoir telle ou telle maladie. Donc l'Algérie, elle est automatiquement informée. Et si, par hasard, il y a un opérateur qui veut ramener elle va le stopper. Et il n'y a pas que, vous savez, il n'y a pas que le sanitaire, il y a des exigences aussi de l'âge. Il nous est arrivé d'abattre une génisse pleine parce qu'elle avait dépassé l'âge d'importation. C'est ça, donc il y a une confiance, quelque part, on peut dire il y a une confiance aveugle. Non, pas aveugle, il y a des documents sanitaires. Non, il n'est pas. Non, c'est-à-dire aveugle, c'est-à-dire par hasard, c'est-à-dire vous faites comme. Non, il y a des documents. Maintenant, vous savez, l'Algérie, elle est appelée à adhérer à l'OMC. Vous savez ce que c'est que l'OMC? Oui. Donc là. Les exigences sont. Je crois que l'Algérie, elle exige beaucoup plus que les autres pays. Oui, autant qu'exigence. Il n'y a pas d'application Théorique. Non, vous êtes en train de me remettre. Je suis en train de dire non. Madame, c'est-à-dire, là, je suis obligé un peu d'intervenir parce que le temps. Mais c'est pas grave, là. Non, c'est mais pas... une chose est certaine, sachez-le, peut-être, il ne faut pas trop rapidement s'avancer, surtout par méconnaissance, vous réagissez comme ça. Les cas aberrants, ça existe en statistique, madame. Vous avez fait de la statistique. Vous avez fait des statistiques. Les situations d'aberration, lorsque c'est un cas sur, je ne sais pas, il y a toujours une situation, et madame Bouzid a parlé tout à l'heure de choses. Alors, et il y a des dysfonctionnements nationaux, encore pire que ce qui arrive. Il y a quand même, lorsqu'on achète ou on vend avec des pays, il y a de grandes conventions qui sont signées. Et le pays qui nous envoie une marchandise, il ne va pas s'amuser. Il y a des inspections vétérinaires là-bas déjà, c'est une lourde responsabilité. C'est des marchés internationaux énormes. Si une erreur est faite, et donc c'est des milliards et des milliards qui partent pour ce pays-là. Il ne va pas jouer. Il ne va pas jouer sur ça. Donc il y a des accords internationaux, il y a des précautions énormes parce qu'il y a de l'argent qui est en jeu, il y a la réputation qui est en jeu. Et nous sommes heureux. Là, je suis content de voir toute cette machine terrible pour elle, mais je suis heureux, on est heureux, on est content de savoir que c'est encadré. Hein? Donc, et du moins, des cas d'aberration comme ça, personne n'est à l'abri d'erreurs. Donc, ne vous avancez jamais à dire il n'y a pas. Non, il faut toujours d'abord se renseigner, puis se prononcer. Il ne faut jamais se prononcer rapidement comme ça. Hein? Donc, un grand merci, mesdames. Oui. Je vais juste, je crois que. Ne croyez pas qu'on fait rentrer tout ce qui vient. Non. Heureusement. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure des refus. Des refus. Il suffit que on retrouve un mot en plus qui n'a pas été mentionné, qu'on refuse toute la marchandise. Et le refus établi par le service vétérinaire, il va à l'ambassade. C'est-à-dire que cet opérateur, il est convoqué par son ambassade. C'est toute une procédure. C'est ça. Donc, il y a des refus qui sont établis par les services vétérinaires. Donc, qui dit refus? Donc, on refuse une introduction. Maintenant, si à chaque fois, dans ce cas-là, je vais suivre votre raisonnement. À ce moment-là, moi, je préférais faire les analyses sur le bateau. C'est ça. Pour ne pas les faire descendre. On va en rade, on fait des prélèvements, on monte sur le bateau, on fait des prélèvements pour que ça n'arrive pas, c'est ça. Mais il y a quand même il y a un service vétérinaire qui atteste du pays d'origine. Ça serait grave. Ça serait grave il n'y a pas d'aveuglette. Non, je suis désolée. Il ne peut pas y avoir de... non. Il y a une procédure, il y a un dossier sanitaire. D'accord? Il y a un dossier sanitaire qui est établi par les services vétérinaires officiels. Tout
à l'heure, j'ai parlé de refus de documents. Je trouve que le certificat n'a pas été... Il a été signé par le vétérinaire, mais il n'y a pas le cachet officiel. Je fais mon refus. Il y a un bulletin d'analyse qui a été fait, mais que je ne retrouve pas le cachet officiel. Je fais mon refus. Donc il y a quand même une confiance. Et puis avec des analyses et tout. Donc il n'y a pas d'aveuglette. Le mot aveuglette, non. Non. Mais ce sont nos étudiants, ils sont en apprentissage, veuillez excuser. Et vous êtes la bienvenue. Et vous êtes la bienvenue au poste frontière. Voilà, donc, mais, de visu. là, on vous prend au mot, madame. On vous prend au mot, donc on va organiser une sortie. Tant que la tutelle dans son accord, il n'y a pas de problème. Vous verrez, vous verrez sur le terrain ce qui est mis en place. Vous savez, par exemple, pour le certificat sanitaire, puisqu'elle parle de certificat sanitaire, une fois qu'il a été établi par les deux parties, notre tutelle, elle nous envoie un spécimen. D'accord? Elle nous envoie un spécimen. Si par exemple la marchandise est arrivée avec ne serait-ce qu'une phrase qui manque, on le refuse. Donc, voyez le travail qui est fait. Ça serait bien que vous veniez au poste frontière, vous allez voir ce qui l'accès. Donc un grand merci à nos conférencières, un grand merci aux participants et surtout, voilà, donc c'est des occasions à répéter, je l'espère en tous les cas. Là, donc j'appelle les étudiants à harceler monsieur le chef de département qui est ici pour entamer des procédures de demande de sortie pédagogique auprès des services poste frontière, bien évidemment, c'est selon vos convenances, selon vos capacités d'accueil, ainsi de suite. Donc je sais que c'est tout un processus également. Oui, surtout le port. Donc il y a des autorisations assez... mais ça serait une superbe chose à prévoir et à organiser. Voilà, donc un grand merci à tous et à toutes pour votre participation, pour votre attention et merci beaucoup à nos conférenciers. À bientôt.